Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Au sommaire de l'actualité. Djibouti Santé UNICEF dans des médicaments, matériel sanitaire. Décentralisation, un atelier de réflexion sur le renforcement du processus de décentralisation. Et enfin, dans l'actualité internationale, Transport Nairobi lance son train Nairobi-Mombasa. Dans l'actualité nationale, le ministre délégué chargé du commerce, des petits et des moyennes entreprises, de l'artisanat, du tourisme informe les opérateurs économiques, les investisseurs et les potentiels créateurs d'entreprises que désormais les frais d'immatriculation au registre des commerces et des sociétés qui étaient de 132 000 francs 500 passent à 18 000 francs pour toute création d'entreprise à responsabilité physique ou morale. Cette importante baisse découle des efforts continus d'entreprises par notre pays en vue de rendre l'environnement des affaires plus attractif et de contribuer à sa compétitivité économique au niveau national et régional et international. Pour bénéficier de ces services, veuillez vous rendre à l'antenne du Lopédic auprès du guichet unique 6 boulevard de la République, local de la Poste. Ce guichet unique a été inauguré en mars dernier par le président de la République, en présence de la première dame et des officiels du gouvernement, ainsi que la directrice de l'Opédic, Mme Houloufa. Et sous la présidence de M. Mohamed Ali Hamad, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui dans les locaux du Parlement. Lors de cette conférence, le gouvernement a été représenté par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdon. Ont également pris part à cette réunion la présidente de la Commission et de la Défense, le président par intérim de la Commission des Affaires étrangères, le président par intérim de la Commission des Finances, la présidente par intérim de la Commission de la Législation, ainsi que les présidents des groupes parlementaires RPP et FRUD. La conférence des présidents s'est penchée sur la transmission à la commission permanente compétente du projet de loi en instance, à savoir le projet de loi numéro 192 de l'an 2017 portant réglementation de l'importation et de l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord, déposé au Parlement le 31 mai 2017. La conférence a donc décidé de soumettre le projet de loi à la commission de la législation qui se tiendra le dimanche 4 juin prochain. Et enfin, la conférence a par la suite arrêté la date du 7 juin 2017 pour l'organisation de la plénière afin de passer le projet de loi submentionné ainsi que le projet de loi numéro 188 de l'an 2017 portant ratification de l'accord de prêt pour le projet de l'appui de renforcement des compétences dans le secteur de la santé qui a été examiné aujourd'hui par la Commission des Affaires étrangères. Je vous le disais dans le titre, sous le haut patronage du ministre de la Santé, Dr Jami El-Mioukié, le ministère de la Santé a organisé ce matin une cérémonie de la réception du don des médicaments et des matériels de santé octroyés par l'UNICEF. Ce don en médicaments et équipements permettront de renforcer le système de santé à Djibouti. Ces dons en médicaments et un équipement font suite à une visite d'échange et de partage effectuée par une délégation du ministère de la Santé conduite par Dr Jami El-Mioukié à Copenhague, au Danemark, au siège de la division de l'approvisionnement de l'UNICEF en janvier dernier. À l'arrivée sur le site, Dr Jami El-Mioukié et sa collègue aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, ont été accueillis par de hauts responsables du ministère de la Santé, notamment le directeur général de l'hôpital Pelletier, M. Jama, ainsi que représentants de l'UNICEF, Mme Djenabou Mohandé. Des chants et des danses folkloriques présentés par un groupe de jeunes étaient ainsi au menu du programme de la cérémonie de réception des dons de matériel et des médicaments octroyés par l'UNICEF, qui s'est déroulée ce matin devant le centre médical Bouffard. Dans un discours prononcé à cette occasion, Madame la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Djenabou Mohandé, a expliqué que cette occasion, cérémonie de remise d'équipements et de produits de santé au gouvernement djiboutien à travers le ministère de la Santé est l'aboutissement d'une succession d'événements et d'activités mutuelles engagées depuis le début de l'année entre le ministère de la Santé et de l'UNICEF. Vous n'êtes pas sans savoir que la remise de ces matériels fait suite à la visite d'échange organisée au mois de janvier dernier à Copenhague auprès de la division de l'approvisionnement de l'UNICEF au niveau global et durant laquelle vous avez personnellement mené un important plaidoyer pour le renforcement du système de santé à Djibouti
y inclut le renforcement du système d'approvisionnement en médicaments de manière à renforcer un accès équitable aux soins de santé de qualité dans l'ensemble du pays. Permettez-moi tout d'abord de saisir cette opportunité pour saluer les efforts engagés par le ministère de la Santé, placés sous votre leadership pour les actions engagées en faveur de la santé maternelle et infantile à Djibouti. Excellence, Monsieur le Ministre, la remise de ces équipements et produits de santé n'est que le début d'un processus qui se rattache à la vision orientée vers la qualité des soins et des services que vous avez prôné. Le ministère de la Santé, avec la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, a tracé une feuille de route pour le renforcement du système d'approvisionnement à Djibouti et à terme faire du pays un hub pour la région, vu son positionnement géographique et stratégique. Une visite de l'équipe de la division de l'approvisionnement de l'UNICEF est attendue très prochainement à Djibouti. Cette équipe sera là pour non seulement appuyer le ministère dans la mise en œuvre de cette feuille de route, mais aussi d'exploiter ensemble les différentes options pour l'autonomisation du système d'approvisionnement à Djibouti. Et ce, avec un focus particulier à la question de l'approvisionnement en vaccins, avec le mécanisme de préfinancement à travers l'initiative pour l'indépendance des vaccins. Et prenons à son tour la parole. Le ministre de la Santé a clairement souligné que ces médicaments et matériels de santé sont le fruit de nos engagements pris mutuellement avec la division de l'approvisionnement de l'UNICEF. Ce n'est que le début du processus du renforcement du système d'approvisionnement en médicaments et en équipements médicaux que le gouvernement souhaite accélérer à Djibouti. L'amélioration d'ailleurs des services offerts à la population figure au rang de nos premières priorités, a déclaré le ministre de la Santé. On l'écoute. Laissez-moi en premier lieu vous expliquer la venue de ces équipements, d'où ils sont venus et qui est l'artisan de cette collaboration exemplaire. Comme vous le savez, depuis la prise de fonction au niveau du ministère de la Santé, le président de la République nous avait exhorté de tisser un lien solide avec nos partenaires, principalement les partenaires qui s'occupent de la question de la mère et de l'enfant, qui est une question prioritaire dans la politique gouvernementale de la République du Djibouti et qui tient à cœur le président de la République ainsi que la première dame. En suivant ces instructions, le département de la santé n'a ménagé aucun effort. Le département de la santé, avec la représentante de l'UNICEF et son personnel, ont effectué un long voyage jusqu'en Danemark, principalement dans la ville de Copenhague. Là, nous avons eu l'honneur d'avoir un séminaire dans lequel il nous expliquait tout le travail que fait l'UNICEF à travers le monde et les ambitions que cette dernière a. En plus, avec un plaidoyer soutenu de la représentante et du département, en l'occurrence moi-même, nous avons pu obtenir une promesse d'un don de matériel d'une valeur de 3 millions de dollars. Ce don, cette promesse aujourd'hui est matérialisée. Comme vous le voyez devant vous, vous pouvez constater les lots de matériel qui sont de plus de 33 conteneurs venus de Copenhague à Djibouti et que de manière gratuite, 3 millions de dollars, et que Djibouti n'a pris en charge à travers le ministère du Budget que le transport, qui est un montant évalué à 20 millions de nos francs. Il y a aussi d'autres promesses qui a été, d'autres engagements qui ont été faits et que nous pensons, Madame la représentante, comme brillamment vous avez réussi à acheminer tout ce matériel ici, ces derniers aussi seront tenus et très vite nous aurons les résultats concrets. Il s'agit de l'hub régional dans lequel l'UNICEF doit établir à Djibouti. L'UNICEF a promis d'évaluer la possibilité de créer un hub régional à Djibouti. Vu sa stabilité et son développement, Djibouti montrait un lieu sûr, un lieu de paix, mais aussi un lieu qui hisse des partenariats exemplaires avec les pays limitrophes. Et comme vous le savez, nous sommes entourés des pays dans lesquels il se constate des problèmes, plus récemment le Yémen, la Somalie ou l'Éthiopie. Et Djibouti se postule comme un endroit idéal pour pouvoir créer un hub régional et satisfaire le besoin
au matériel, que ce soit de la mère et de l'enfant ou autre. Et nous comptons, Inch'Allah, très bientôt recevoir l'équipe technique, l'expert, pour évaluer la situation. Et nous sommes plus que sûrs que cela sera une réalité, puisque nous sommes une opportunité réelle. Au lieu qu'ils viennent du continent d'Asie ou de l'Amérique, lorsqu'il y a un problème, si à Djibouti il y a un hub régional, l'acheminement sera plus simple et plus efficace. Le ministre de la Santé a mis en exergue la plateforme d'approvisionnement pour l'ensemble des pays africains. Il a par ailleurs évoqué la prochaine visite de la présidente de l'UNICEF à Djibouti pour renforcer le partenariat en matière de la santé entre le gouvernement djiboutien et l'UNICEF. On l'écoute. Laissez-moi vous expliquer donner beaucoup plus de détails sur les matériels qui sont là. Il s'agit de médicaments destinés à la prise en charge des maladies pédiatriques. Et aussi, il y a des équipements médicaux, mais aussi des produits nutritifs. Et aussi, il y a des matériels d'accompagnement ou de matériel d'amélioration de la qualité de soins. Exemple, vous pouvez voir devant vous, tous les départements de la santé dans les différentes branches peuvent trouver ici des matériels dans lesquels ils en ont besoin. En parlant de l'Institut national de la santé, en passant par les centres de santé, ou les hôpitaux, nos hôpitaux, que ce soit Pelletier, Darahanan ou Balbala. Cela montre la coordination et montre le partenariat exemplaire qu'il y a entre l'UNICEF et le ministère de la Santé. Laissez-moi vous annoncer ici aussi, sur la question du Fonds mondial, tout a été mis à plat et Djibouti a été blanchi de tout. Très bientôt, Inch'Allah, nous aurons la signature avec le responsable du Fonds mondial en signalant que ce soit remboursement, la somme effacée, Djibouti sera de nouveau dans la course et pourra, dans 6 mois, gérer elle-même le projet, Inch'Allah, des 3 maladies essentielles. Cela a été un des points dans lesquels nous avons discuté et négocié au niveau de au Genève, au niveau de la conférence mondiale de la santé. Madame la représentante aussi, je voudrais que vous appuyiez davantage la venue du directeur exécutif de l'UNICEF, c'est-à-dire le numéro 1 de l'UNICEF au niveau mondial, à Djibouti. Nous savons qu'en coulisses, il y a une possibilité qui est en train de se faire filer, parce que lorsque nous avons demandé à Chanel aussi, elle nous a dit qu'elle nous aidera sur ce dossier, et je suis sûr que si vous vous approchez à elle, cela peut être une réalité. Et la République de Djibouti, en premier lieu du président de la République jusqu'au personnel de la santé, de la porte du département de la santé, l'accueilleront les bras ouverts et lui adresseront ses remerciements. Et après les discours officiels, le ministre de la Santé a distribué les différents lots de médicaments et du matériel médical aux différents hôpitaux de référence nationale ainsi qu'aux 4 régions de l'intérieur. Ces matériels sont essentiellement constitués de médicaments essentiels pour la santé de la mère et de l'enfant d'un coût de 3 millions de dollars. Ces matériels sont composés d'équipements de protection pour les agents d'hygiène de l'Institut national de la santé publique, des matériels de stérilisation pour les hôpitaux, des groupes électrogènes, des réfrigérateurs solaires pour les postes de santé des régions de l'intérieur et enfin des outils nécessaires aux services d'urgence et de réanimation. Assemblée nationale à présent, présidée par l'honorable Ali Hassan Ahmed, la commission des affaires étrangères s'est réunie aujourd'hui dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale afin d'examiner le projet de loi portant sur la ratification de l'accord de prêt pour le projet d'appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé. Lors de ces commissions, le gouvernement a été représenté par M. Hassan Idriss Samrié, ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration. Après le lecteur des exposés de motifs, le ministre a expliqué que le présent accord conclu entre la République de Djibouti et le Fonds africain de développement, autrement dit FAD, d'un montant de 1,488 368 000 vient en complément d'un don du Fonds africain de développement d'un montant de 76 155 341 francs Djibouti. Le représentant du gouvernement a expliqué que ce prêt permettra à l'ensemble de la population d'accéder à des coûts raisonnables à des soins de santé de qualité. Par ailleurs, ce prêt va permettre de développer les ressources humaines
c'est-à-dire formation des médecins, spécialistes, personnel paramédical, gestionnaire, a contribué au renforcement et à l'optimisation de l'AMU et par la construction plutôt d'un nouvel hôtel de santé, autrement dit la CNSS, avec des outils de dernière génération, la gestion de projets. Et dans le reste de l'actualité, c'est un atelier de restitution sur la première phase de la mission d'appui au processus de la décentralisation s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier visait à présenter aux décideurs politiques du rôle de cette mission d'appui qui consiste à épauler le département de la décentralisation, à les aider à la réalisation de deux objectifs principaux, à savoir la mise en place d'un cadre juridique renouvelé, d'une fiscalité locale sans cadre juridique qui fixe notamment les prérogatives des conseils régionaux, communaux ainsi que la mairie. Le pouvoir central se trouve dans la capacité de pouvoir travailler avec ces unités décentralisées. Sans la fiscalité, les régions n'auront pas les moyens de se développer, d'où la nécessité de créer un département dédié à ce sens. Compte tenu que la décentralisation est une affaire de tous, il était primordial de mettre en relief tous les acquis et les faiblesses du processus de la décentralisation. Donc était présent à cette réunion le ministre délégué à la décentralisation, M. Mohamed Aramis, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, des députés, les préfets des régions, les présidents des conseils régionaux et présidents des communes de la capitale. Écoutons à présent le ministre de l'Éducation nationale à ses propos. Nous sommes tous convaincus ici que la décentralisation n'est pas, comme l'a dit le ministre, l'affaire d'un ministère, mais c'est bien sûr l'affaire de tous. Et quelque part, c'était une manière de manifester ou de montrer que nous, en tant que membres du gouvernement, également nous sommes engagés et nous sommes bien sûr aux côtés du ministre pour la mise en œuvre de cette décentralisation, qui est très chère, qui est si chère au président de la République, puisque quand on parle de décentralisation, il s'agit bien sûr de promouvoir le développement durable et bien sûr de faire en sorte d'impliquer la population à la base pour qu'ils puissent bien sûr s'engager dans la gestion de leurs affaires. Et donc je pense que vous le connaissez très bien, que cette décentralisation, elle a beaucoup évolué à Djibouti. Et, je pense que mon ministère, et donc le ministère de l'Éducation nationale, est un peu plus engagé, je dirais, par rapport aux autres ministères, puisque nous déjà, nous avons au niveau de la gestion pédagogique et la gestion administrative une certaine décentralisation, puisque comme vous savez bien, dans l'organigramme du ministère, nous avons donc une direction des régions, et dans chaque région, nous avons bien sûr un chef de service régional qui gère les affaires scolaires de cette population, ou des populations bien sûr des régions. Et puis il était question aussi que nous puissions franchir cette étape qui est très importante, comme je disais, que la population locale doit avoir cette responsabilité de gérer ses affaires. Et donc nous avons voulu également que l'outil, l'examen de fin de cycle de 5e année, puisse également être cette année décentralisé. Et voici à présent les propos du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. La décentralisation n'est pas un long fleuve tranquille comme on peut imaginer. C'est une longue étape. Et c'est par des étapes. En tout cas, il y a un élément, moi, qui est marquant à Djibouti, c'est que le fait déjà qu'il y ait un ministère chargé de la décentralisation montre l'importance que le président de la République s'est engagé et l'importance à laquelle il accorde à la décentralisation. Il est certain que la décentralisation ne se fera pas en une année ni en 2 ans. Elle se fera sous un long processus. Les pays qui se sont engagés, qui ont beaucoup plus de moyens que nous, sont encore en étape d'amélioration, je dirais, du processus. Aujourd'hui, c'est une étape, comme c'est indiqué, c'est la phase 1 sur laquelle vous allez réfléchir. Moi, je retiens toujours un élément important dans ma tête, je dis, c'est que si Dieu vous a donné des oranges, faites-en du jus. L'idée, ce n'est pas d'acheter la machine qui fait le presse citron ou le presse orange, mais qu'est-ce qu'on peut saisir comme opportunité les uns et les autres pour pouvoir travailler ensemble.
Il est certain que si les services de l'administration travaillent tout seuls, les préfets travaillent tout seuls, la population travaille tout seul, nous n'arriverons pas à faire quelque chose d'intéressant. Nous vivons dans un monde, et nos enfants nous le rappellent tous les jours, un monde connecté, interconnecté, où on va passer probablement de la production par les masses, c'est que les individus eux-mêmes vont créer à travers leur réflexion, à travers leur initiative, va être de plus en plus une plus-value et une richesse dans l'économie. Donc je pense que la décentralisation aujourd'hui est un élément important qu'il faut prendre à cœur, qu'il faut améliorer bien sûr. C'est une étape, comme je disais tout à l'heure, qui nous permettra de mettre en place les premiers jalons pour que cette décentralisation soit efficace, pour qu'elle soit effective. Il est certain que toutes les parties prenantes doivent être engagées. L'idée, c'est de se fixer des objectifs et à travers ces objectifs, d'aller toujours vers l'amélioration. Tout à l'heure, mon collègue Moustapha, en parlant de l'éducation nationale, a déjà parlé d'un certain nombre des démarches qu'il a prises au niveau de la décentralisation, notamment de l'organisation des examens. Nous sommes en train de réfléchir, et certains amis préfets que je reconnais ici me parlent souvent en me disant « Bon, vous avez commencé à faire l'université à Balbala, pourquoi ne pas venir à Tadjoura, à Lissabié, au Bok, Dikil, etc., Arta ?» Je pense que c'est quelque chose au niveau des instituts universitaires technologiques, nous devons vraiment penser à ça. Pensez par exemple pour toutes les villes ou les régions qui ont des façades maritimes, c'est de réfléchir à tout ce qui est métier qui tourne autour de la mer, mettre en place des instituts universitaires technologiques d'excellence sur ces sites-là. Et toutes les autres régions qui sont plus dans la logistique et transport, comme Dikil, Ali Sabié, etc., travailler sur ces aspects de la logistique et transport avec des exemples précis avec la population. Et enfin, le ministre de la décentralisation a prononcé un discours sur l'atelier de restitution sur la première phase de la mission d'appui au processus de la décentralisation qui s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple, que je vous propose de l'écouter. Mesdames et messieurs, si j'ai tenu à partager avec vous ces travaux, c'est pour deux raisons principales. Premièrement, en tant que commission interministérielle de réflexion sur le renforcement du processus de la décentralisation mis sur pied par un décret présidentiel, votre participation à chaque étape de ce processus est très importante à mes yeux, car votre participation assure au processus de la décentralisation la garantie de la transversalité, mais aussi l'évidence que le processus que nous avons engagé est une émanation de tous les gouvernements et non d'un seul département. La deuxième raison qui pousse mon département à chercher votre participation aux travaux d'aujourd'hui, c'est bien sûr vos statures de grands serviteurs de la République. À ce titre, votre expérience des affaires publiques est précieuse et irremplaçable. Il serait dommage de s'en priver, surtout dans le domaine comme celui de la décentralisation, où beaucoup de choses restent à penser et à analyser. C'est pourquoi mon département et moi-même, nous serons à l'écoute, comme toujours, de vos réflexions et de vos propositions que nous ne manquerons pas de prendre en considération. Mesdames et messieurs, les documents que vous avez entre vos mains est le fruit du travail de la mission d'appui technique, et je voudrais saluer au passage pour le sérieux et la rigueur dont elle a fait preuve. Il s'agit d'un cadrage méthodologique qui présente les différentes séquences et les différents thèmes qui seront approfondis par la mission d'appui technique avec un calendrier d'exécution. Le rôle de cet appui, mesdames et messieurs, consiste à nous épauler, à nous aider à la réalisation des deux objectifs principaux contenus dans la feuille de route. Il s'agit de la mise en œuvre d'un cadre juridique renouvelé et d'une fiscalité locale. Ce sont là deux piliers sur lesquels repose la nouvelle dynamique que le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, entend donner à la politique de la décentralisation. Vous savez tous comme moi, mesdames et messieurs, que notre politique de la décentralisation a besoin de ces deux fondamentaux pour avancer vers son avenir. Bien entendu, il ne s'agit pas pour nous de renier ni de minimiser
les appuis de cette politique qui a contribué à l'émergence d'une démocratie locale vivace. Les élections régionales que nous venons de connaître témoignent de la bonne santé de cette démocratie de proximité qui participe à la bonne gouvernance de notre pays et de nos territoires. Il s'agit au contraire pour nous de renforcer cette démocratie en moyens juridiques, techniques et financiers. Et notre équipe de reportage a recueilli quelques réactions lors de cet atelier sur restitution sur la première phase de la mission d'appui du processus de décentralisation qui s'est ouvert ce matin. L'atelier ce matin, c'est une première étape. C'est un atelier de première étape qui permet d'abord de faire le point sur l'état d'avancement de la décentralisation en République du Djibouti, avec bien entendu la création récemment de ce ministère délégué à la décentralisation. Et il a permis de faire d'abord un diagnostic. Qu'est-ce qui avait été fait et qu'est-ce qui reste à faire. La décentralisation, c'est un chemin qui est très long. C'est un chemin qui est très long et qui demande d'abord un effort collectif et non pas simplement un effort pour le ministère de la décentralisation. Donc tous les ministères sont concernés par la décentralisation et c'est un effort qui va se faire sur le long terme. Alors, pour cela, et concernant le volet de la fiscalité locale, il y a des discussions qui sont actuellement en cours entre les autorités et les parlementaires pour transférer progressivement la fiscalité vers les régions. Mais là aussi, c'est un processus qui va prendre du temps. Pas aussi long que cela, mais c'est un processus qui va prendre du temps et qui va aussi nécessiter d'abord un renforcement des capacités pour les acteurs locaux. Il faut que les acteurs locaux soient prêts d'abord à préparer leur budget. Il faut aussi qu'ils soient prêts à collecter l'impôt. Donc tout ça, ce sont des réformes qui devront être mises en place et qui devront se tabler sur le renforcement des capacités au niveau local et puis un transfert progressif de compétences d'abord du pouvoir central vers les autorités locales. C'est un atelier qui est extrêmement positif et c'est la première fois que je vois que des experts n'utilisent pas la langue de bois et qu'ils font un diagnostic sans concession avec des analyses pertinentes et qui tiennent la route. Donc c'est un atelier sur la décentralisation qui a réuni aussi deux départements majeurs, deux ministres majeurs, celui de l'enseignement supérieur, celui de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Et je pense que la décentralisation, ils l'ont bien répété, n'est pas seulement l'affaire du ministère délégué à la décentralisation, mais que tous les départements sont concernés. Donc cette réflexion est intéressante parce que on parle de la déconcentration, du transfert de compétences. Ça, ce sont des choses qui sont les b.a.-ba de la décentralisation. Mais plus loin, il faut aussi parler du cadre juridique de la décentralisation, de transfert de la fiscalité, donc élaborer les mécanismes d'une fiscalité locale. Et je crois que les experts aussi ont pris le temps d'analyser toutes ces propositions, tout ce qui a été fait. Donc il y a un bon diagnostic avec toutes les contraintes qui ont été relevées. Mais plus que ça, les experts et les différents partenaires sont en train de nous dire qu'il faut maintenant dépasser le temps de la réflexion, mais qu'il faut aussi penser à des solutions. Donc il faut bouger maintenant. Autre actualité nationale, le trophée international de la construction vient d'être décerné pour l'édition 2017 à la société immobilière de Djibouti par Global Trader Leader Club qui regroupe 7500 membres de 95 pays. Ces prix récompensent les entreprises du monde entier s'étant distinguées dans ce domaine d'une importance socio-économique exceptionnelle telle que celui de la construction. La cérémonie de remise du trophée a eu lieu à Madrid, à l'hôtel Melia Castilla. La société immobilière de Djibouti a été représentée par le président de son conseil d'administration, M. Dini Mohamed Burhan. Dans un bref discours, M. Dini n'a pas manqué de remercier le comité d'avoir offert le prix. L'opération d'inscription des pèlerins pour la saison du pèlerinage 2017-1438 Hijra a débuté dans la région d'Ali Sébié le 28-05-2017 dans la ville d'Ali Sébié et prendra fin aujourd'hui. Depuis 5 jours, l'antenne régionale du ministère des Affaires musulmanes et de la Culture et des Biens Warf
à la région d'Ali Sebi a commencé les opérations d'inscription du Hajj 2017. Les candidats de la région d'Ali Sebi pour la participation du pèlerinage ont déjà commencé à déposer leur dossier au bureau régional du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture, des Affaires musulmanes, la région d'Ali Sebi. Sauf les candidats de la région pourront déposer leur candidature pour la Mecque au bureau régional du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Warf d'Ali Sebi. Rappelons que le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Ce pèlerinage en Terre Sainte se déroule du 8 au 13 mois du musulman, plutôt de Dua al-Hajj, qui est le dernier mois du calendrier islamique. Et pour finir, l'UNFD a lancé aujourd'hui la sensibilisation sur l'égalité des genres, sur le planning familial et le MGF. Cette campagne se déroulera dans les 5 régions de l'intérieur de Djibouti et également Djibouti-Ville durant 3 mois. L'objectif étant de sensibiliser les populations sur les problématiques liées à l'égalité des genres, les plannings familiales, les violences fondées sur les genres ainsi que les mutilations génitales féminines. Cette campagne vise à toucher et à sensibiliser au maximum le monde. Et passons de là à l'actualité internationale. Au Kenya a lancé son train reliant Nairobi à Mombasa. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a inauguré hier le plus grand projet d'infrastructure accompli au Kenya depuis son indépendance en 1963. Une ligne ferroviaire reliant la capitale Nairobi au port de Mombasa sur l'océan Indien. Ces 472 km de rails financés et construits principalement par la Chine doivent remplacer le Lunatic Express. La ligne construite par le colon britannique, cette dernière a façonné le Kenya moderne et faisait jusqu'à avril le bonheur des touristes avides des Suds, mais désespérés par sa lenteur et les passagers et les transporteurs de marchandises en quête de rapidité. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Djibouti.